Donc on va donner la parole à Madame Florence Abriou pour ouvrir cet après-midi, on va dire, ma thèse en 180 secondes. Chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, je suis ravie, au nom du président de l'Université d'Orléans, de vous accueillir pour cette édition 2018 de ma thèse en 180 secondes. Mettez-le tout près. Oui, voilà. Vous m'entendez? Tout près du micro. Je n'ai pas l'impression. Vous m'entendez? Oui, oui. Est-ce mieux? Légèrement, je vois vos regards qu'il y a du contact cette fois. Bien, donc je disais, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, je suis ravie au nom du président de l'université de vous accueillir à cette édition 2018 de ma thèse en 180 secondes. Un exercice auquel nous sommes désormais relativement habitués, qui s'est presque banalisé, je le disais à l'instant, parce qu'il fonctionne très bien pour la vulgarisation justement de la recherche, et c'est un très bel exercice. Donc j'espère que vous allez briller à cette édition. Et je pense que vous connaissez les conditions du fonctionnement. Nous allons, sans plus attendre, évidemment, passer à la suite. Et je vous remercie de votre présence à tous et à toutes. Sans oublier de remercier évidemment nos partenaires qui sont affichés derrière moi. Non, mais l'autre il fonctionne, je vais le prendre. 1, 2, si, c'est bon. Ah bon, alors moi je vous présente Olivier Morand, Centre Sciences. Bonjour à tous. Et donc je vous présente Isabelle Foucault, qui est directrice du pôle de la vie étudiante à l'Université d'Orléans. Merci. Alors moi, c'est un grand plaisir parce que c'est la deuxième année donc, que je vais animer ce concours. Donc cette année, c'est la 4e édition pour Orléans, pour MT 180. Nous sommes d'autant plus contents et satisfaits avec Olivier que 12 candidats ce soir vont se présenter devant vous. Donc c'est le plus grand nombre de candidats qu'on a eu depuis le début du concours. On a changé un petit peu les choses, on n'a pas fait le concours comme on a fait les autres années avec numéro 1, numéro 2, numéro 3, pour la simple raison que cette année, le partenaire dans la commu qui est Tours aura 8 candidats. Donc on n'allait pas proposer 3 candidats. Donc ce soir, on va faire une sélection, un classement des 12 candidats avec les 8 premiers qui partiront à Tours et qui se retrouveront avec nos collègues de Tours pour la finale mardi soir. Voilà. Alors, quelques mots de rappel sur ma thèse en 180 secondes. Certains d'entre vous connaissent certainement déjà. À l'origine, le projet vient du Queensland en Australie, l'université de Queensland. C'est un projet qui a été repris par les Québécois, qui a été mis à la mode francophone et donc et internationalisé avec différents pays francophones, et qui a été repris donc par la CPU, la Conférence des présidents des universités, et le CNRS pour en faire un concours national, donc depuis 5 ans en France. Et ce concours, bien sûr, vise à ce que les doctorants puissent présenter de façon claire leurs problématiques de recherche de façon la plus vulgarisée possible, sous forme d'un concours. Et puisqu'on va on va rappeler tout à l'heure les quelques éléments de règlement. Alors, ils étaient au départ, quand même un petit point, ils étaient 28 inscrits dans une formation de communication orale. Et donc, 28 parmi ces 28 doctorants, il y a eu une répartition à peu près équitable. 14 se sont orientés vers une partie, je dirais, beaucoup plus communication orale et gestion de la communication orale. Et puis 14 vers la partie ma thèse en 180 secondes. Alors, je vois qu'Olivier a légèrement revu le déroulé de la présentation. Donc, bon, moi, quelques atouts de MT 180, plein d'atouts, pour chacun, quelque chose de différent et de très important. Mais avant tout, une occasion unique pour les participants de parfaire leurs aptitudes en communication.
On a pu s'en rendre compte lors des présentations de thèse, des soutenances de thèse. On a vu des candidats qui vraiment ont reconnu que ça leur avait énormément servi. L'occasion de faire connaître le doctorat, un diplôme qui est parfois méconnu dans la société française. Faire la promotion des études supérieures auprès notamment des étudiants du premier cycle, mais du grand public, de tout le monde. C'est un formidable exercice de médiation scientifique et il permet de montrer le dynamisme de la recherche française et de renforcer le dialogue sciences et société. Voilà, alors donc comme je le disais, effectivement, 14 doctorants qui se sont tout de même préparés. Il fallait qu'ils puissent travailler à la fois, vous verrez, une diapo, préparer leur texte, et puis surtout faire en sorte que ce texte puisse tenir en 180 secondes. Donc, ce n'a pas été simple pour eux. Et donc, Centre Sciences les a accompagnés avec ma collègue Priscilla Fouché, de façon à ce qu'ils puissent préparer cette intervention de ce soir que vous allez découvrir dans quelques instants. Alors, même s'il s'agit d'un concours, puisque bien sûr, il va y avoir une sélection de 8 candidats qui vont monter au niveau donc, de Tours pour mardi prochain, et puis après, 2 seront sélectionnés en demi-finale nationale. Même s'il s'agit d'un concours, je peux vous garantir que le travail qui a été réalisé entre eux était très collaboratif. Il n'y avait pas du tout d'esprit de compétition au moment de la formation, au niveau des préparations. Ils se sont entraidés, ils se sont soutenus mutuellement. Et donc, c'est important à expliquer parce qu'effectivement, le concours, il est ce soir, mais pendant la formation, ça s'est vraiment déroulé de façon très, très, très conviviale. Voilà. Et ce que tu dis, Olivier, il faut qu'on le dise aussi. Ça a été valable depuis la première organisation de MT 180 jusqu'à maintenant. Et ça fait toujours de très, très beaux moments à partager avec les candidats. Donc, quelques mots sur le déroulement. Donc, en 4 temps, ce soir, la finale, la sélection locale. Le 27, donc, on partira à La Riche, donc à côté de Tours. C'est là où ils ont choisi leur salle pour la finale commu. Donc, on vous emmènera en bus. Il y a un bus qui est prévu pour ça. Donc, on partira tous ensemble. Ensuite, la demi-finale. La demi-finale aura lieu en juin, le 13 juin, à Toulouse. Quelque chose me dit que non, elle aura lieu la demi-finale en avril. En avril, pardon, c'est la finale qui aura lieu en juin, excusez-moi. Donc la finale le 13 juin et la finale nationale à Toulouse. Et la finale internationale cette année, ce sera le 27 septembre en Suisse. Voilà, alors... Quelques mots sur les règles de fonctionnement de ce soir. L'ordre des passages des candidats sera un ordre alphabétique, tout simplement, puisqu'il faut bien choisir un ordre pour faire passer les candidats. Et chacun aura 3 minutes, donc 180 secondes, pour présenter son sujet de façon la plus claire possible, son programme de recherche, avec une diapo que vous verrez qui sera placée juste derrière lui. Voilà. Alors pour la gestion du temps, le chrono qui montrera les 180 secondes et pas d'interruption à partir du moment où le top chrono est donné, pas d'interruption. En revanche, si la personne dépasse le temps, il peut continuer sa présentation, il n'y a pas de problème. Seulement, là, il ne rentrera pas dans la règle du concours. Alors la salle, vous verrez tous ce chrono, bien sûr, s'afficher devant vous. Et le candidat a également le chrono qui est visible de façon à pouvoir être alerté également 30 secondes avant la fin avec un petit flash lumineux de façon à pouvoir éventuellement rectifier s'il le peut rapidement pour pouvoir terminer en temps précis à ces 3 minutes. Alors juste une petite règle qui pourrait exister en cas de problème majeur technique, c'est-à-dire que le candidat a 180 secondes, si pour une raison ou pour une autre il a un blanc, un trou, il ne démarre pas en temps et en heure, ça c'est son problème. Par contre, s'il y a un vrai souci technique d'ordre micro, d'ordre technique, la diapo ne s'affiche pas, à ce moment-là, la présidente du jury pourra proposer au candidat de recommencer. Voilà. Donc il n'y a qu'un problème technique qui pourrait être amené à faire repasser le candidat pour présenter sa thèse en 180 secondes. Voilà. Olivier, on va peut-être présenter notre jury. Donc cette année, on a un grand jury puisqu'on a eu 8 personnes, donc on veut bien la diapo du jury, qui va s'afficher. On a donc un jury de grande qualité, très
porté par des assos étudiants, enseignants, journalistes, nos sponsors et partenaires qui nous accompagnent depuis le début sur tous les événements. Voilà. On a notre prix du public de l'année dernière. Alors, et ce qu'on va Romain, peut-être voilà. faire, c'est les appeler, puis s'ils veulent dire un mot ou juste lever pour qu'on les voit. Donc, Madame Abriou qui nous a présenté la soirée. Voilà. On peut... Romain Garcia. Voilà, Romain Garcia, donc doctorant l'année dernière, prix du public. Il y a toujours le fan club qui est derrière, et ça c'est génial depuis l'année dernière. Donc on a Françoise Archimbaud, responsable scientifique et technique du projet Édifice et enseignant-chercheur chimie des matériaux, c'est ça? Voilà. Voilà, Jennifer Ganaï. Voilà. Hassan Kerim qui nous suit aussi toujours sur nos événements. Monsieur François Pillaudin, donc délégué Casden, partenaire donc de MT 180. Voilà, Madame Jocelyne Bourran, pareil, tous les deux, grand merci pour votre fidélité. Et enfin, Hugo Chouraki, si j'ai oublié personne, donc l'association des doctorants. Donc, encore une fois, on va essayer de garder les 20 minutes, puisque une fois les présentations terminées, le jury doit se retirer. Alors, il a un petit dossier avec les critères, etc. Olivier, tu diras quelques mots, si tu veux, sur les critères. Et pendant 20 minutes, donc, vous vous retirez pour délibérer. Même si vous êtes nombreux, vous essayez de faire au mieux pour pas qu'on décale un peu trop, parce qu'après, il y a une cérémonie qui suit. Et moi, je me suis engagée à ce qu'on soit dans les clous. Donc, je suis sûre qu'on va l'être. Et voilà. Donc, Alors, il y a donc une grille pour le jury. 2 critères principaux. Le premier critère, donc, c'est le talent d'orateur. La capacité de chaque doctorant à pouvoir exprimer de façon très claire son sujet, voilà, donc une voix claire, éventuellement de l'interaction, la gestuelle qui pourrait être amenée à bien dynamiser son sujet, voilà, donc ça c'est la première note sur 10. Voilà. L'autre note sur 10, c'est plutôt les aspects recherche, la médiation du sujet. Est-ce que le participant a utilisé une narration adéquate à la compréhension du contexte, des contextes, des enjeux éventuellement des résultats de sa recherche, et sa diapositive, est-ce qu'elle a apporté une plus-value à la médiation du sujet? Voilà. Et puis un dernier point qui peut être amené, un gros coup de cœur pour un candidat qui donne une impression fantastique à un membre du jury. Donc voilà, un coup de cœur qui peut aussi être noté, être ajouté par les membres. Voilà. Alors, pendant que le jury sera parti délibérer derrière, nous, le public, on va voter donc pour élire ou déterminer ou désigner, voilà, le prix du public. Donc, quand vous êtes arrivés, on a dû vous donner un petit document avec les candidats, leur titre de thèse, le labo, etc., pour que vous vous retrouviez un petit peu. Et on a dû vous donner un jeton aussi. Donc, quand le jury partira délibérer, à l'entrée, vous avez peut-être vu des bocaux. Donc, vous irez voter. Et puis, tout le monde a bien son jeton. Voilà, tout le monde a bien eu un jeton. Si vous n'avez pas votre jeton, on peut encore aller vous en récupérer en bas. Voilà. De toute façon. Alors, par contre, attention, vous ne votez qu'une fois. Personne ne triche. Non, parce que nous, on est hyper rigoureux. Donc, voilà. Et donc, à l'issue, Madame Abriou donnera le nom la liste du classement qu'aura effectué le jury. Et puis, je ne sais pas, quelqu'un donnera le nom de la personne qui a le prix du public. Voilà. Donc, juste, on a dû aussi, avec ce prix du public, vous donner une feuille qui était préimprimée avec 13 candidats. Donc, dans la formation, il y en avait 14. Bon, il y a une doctorante qui ne se sentait pas tout à fait prête, donc elle pourra toujours concourir l'année prochaine. Et puis, il y en a une deuxième qui, effectivement, avait un petit peu de difficulté. Donc, ce soir, vous en aurez exactement 12. Donc, effectivement, Manel, qui est indiqué sur votre document en premier, ne passera pas. Et on attaquera directement avec Florence. Voilà. Alors, ce qu'on vous propose ce soir, comme on a donc 12 candidats, on fera passer les 6 premiers candidats
On fera une petite pause après les 6 premiers. Tu nous parleras du plat de Netterella pendant la pause ? Et puis on fera, pendant cette petite pause, on vous montrera rapidement une petite machine qui est située à côté, qui sera utilisée surtout en démonstration ce soir pour la remise des diplômes. Voilà. Et ensuite, donc, on passera les 6 candidats suivants. Et pendant le vote du public aussi, si vous le souhaitez, comme il est prévu de faire une démonstration assez courte du plat Netterella. Voilà, donc de toute façon, une fois que vous aurez voté, vous aurez un petit temps libre pour discuter, échanger entre vous sur les talents des doctorants et puis éventuellement venir discuter avec les chercheurs qui sont présents ce soir et les techniciens pour animer cette expérience. Voilà. On commence ? On va pouvoir commencer, ouais. Voilà, ça va être c'est ce que vous attendez tous, hein, c'est le démarrage. Alors, un certain nombre de doctorants sont présents ici. Les 6 suivants, on va dire, les 6 premiers sont tout simplement de l'autre côté dans la loge, en train de se préparer. Et donc, on va progressivement les appeler avec leur. Alors, vous allez voir s'afficher leur titre de thèse officiel, qui est parfois un petit peu abscon, un peu compliqué, complexe. Et puis après, bien sûr, leur diapositive. Moi, je veux bien donner leur nom et je pense qu'Olivier, lui, se fera une joie d'annoncer, puisque c'est comme ça qu'on doit procéder. Le titre de la thèse. Voilà. Alors là, il me faudra mes lunettes. Donc, on va peut-être pouvoir commencer. Voilà, on va appeler Florence Abdallah. Voilà, Florence, qui arrive sur scène. Voilà. On lui laissera bien sûr un micro. Alors, Florence, vous avez le sujet qui s'affiche derrière elle. Étude du rôle de l'IL-22 et des micro-ARN dans les pathologies cutanées, de nouveaux biomarqueurs à visée thérapeutique et cosmétique. Donc, elle va nous parler de la peau notamment. Voilà. Et donc, c'est son sujet. Donc, on va pouvoir... alors, un petit peu d'indulgence, on va démarrer tranquillement, voilà. Et après, on aura Mamoudian, voilà, qui, lui, arrivera juste derrière sur les détections et caractérisations des adventices par imagerie de drone pour l'agriculture de précision. Voilà, 6 doctorants. Le suivant, peut-être. En fait, je suis montée voilà. Ah. Voilà, je vais tout lire. Alors, on va faire... il n'y a pas que des thèses en sciences expérimentales, hein, il y a aussi des thèses en sciences humaines. Donc là, on aura une thèse sur le subjonctif dans la langue française. Voilà. Mohamed nous parlera notamment d'études de la sumolixation, voilà, et de l'oglycosylation de la neurofibromine. Voilà, j'ai certainement mal. Donc, maladie, la neurofibromine. Donc, lui, il va nous parler de cette maladie, la neurofibromatose. Alors, Asma nous parlera d'analyse d'images thermiques de la voûte plantaire. Donc, ça va consister en analyser la voûte plantaire par imagerie infrarouge pour l'application au diagnostic, notamment pour les diabétiques. Voilà. Ensuite, Chloé, alors étude de l'hypersensibilité sensorielle visuelle dans le cadre du syndrome de l'X fragile, donc une maladie qui touche à la fois la vue, le cerveau, donc on va découvrir ce sujet. Nicolas, donc là, on va aborder la DHEA et la pratique sportive, effet de la prise de la DHEA de courte durée sur la performance, la composition corporelle et répercussions hormonales chez le sportif et la sportive de loisirs. Donc là, on est sur les aspects, l'utilisation de la DHEA pour éventuellement le dopage notamment, et puis lui, il fait un travail d'étude sur ce rôle de DHEA. Lou Grimaud, propulseur de Hall à longue durée de vie et haute impulsion spécifique. Là, on est sur les moteurs de fusée, et notamment les moteurs de fusée dans l'espace. Voilà. Élodie, criblage bioluminescent, micro-ARN et RIL spécifique de banques d'extraits naturels de plantes pour des applications cosmétiques et pharmaceutiques.
grosso modo, elle va chercher des plantes pour travailler sur des cosmétiques. Mazarine, innovation en flux continu, méthodologie de synthèse et transposition vers l'industrie. Elle travaille notamment sur l'utilisation de nouvelles techniques pour pouvoir faire de la chimie organique au niveau industriel. Thibault Lefebvre, extraction sélective de molécules bioactives non colorées de plantes, optimisation et comparaison des méthodes d'extraction modernes. Il a besoin effectivement de travailler sur l'utilisation donc de produits venant de plantes, mais en enlevant la couleur verte. Alice Ray, analyse du traitement des termes fiction dans la traduction de la littérature de science-fiction. Donc une autre thèse en sciences humaines et sociales. Notamment, effectivement, on utilise tous des termes, pris dans la littérature de la science-fiction. Donc elle va nous expliquer son travail de thèse au sujet de ces mots que nous utilisons pour la science-fiction. Voilà, je crois que tout le monde est passé. Oui, tout à fait. Voilà nos 12 candidats. Donc on va pouvoir rappeler Florence, la pauvre, qui était rentrée sur scène. Voilà, donc on va pouvoir lui laisser le micro et puis nous, on va tranquillement se poser. Et puis, alors juste petite règle, le démarrage, c'est au moment où le doctorant démarre son texte que dans la technique derrière, le compte à rebours est lancé. Voilà. Alors oui, pensez aussi à couper vos téléphones portables. Vous pouvez prendre quelques photos, bien sûr. Voilà. Bien. Eh bien, à Florence. Et si je vous disais, je suis le plus grand organe de notre corps, qui suis-je? Eh oui, la peau. C'est d'elle dont je vais vous parler, et plus particulièrement de l'épiderme. Vous savez, cette couche visible, douce, belle et lisse peut devenir rugueuse et rouge, formant des plaques épaisses que l'on appelle psoriasis. Cette maladie touche 125 millions de personnes à travers le monde. Elle est due à un renouvellement trop rapide des cellules de l'épiderme qui mettent normalement 28 à 30 jours pour arriver à maturité et disparaître. Or, dans cette maladie, ces cellules arrivent à maturité en seulement 3 jours, un rythme trop rapide ne permettant pas d'éliminer les cellules mortes. Mais comment notre peau peut-elle arriver à se renouveler si rapidement? Eh bien, en temps normal, les cellules reçoivent un ordre, celui de se développer, grâce à 2 molécules clés, MAPK et pétène. MAPK est un activateur qui va favoriser le développement de la peau, alors que pétène va contrôler le travail de MAPK. Dans le psoriasis, une 3e molécule rentre en jeu. Il s'agit de l'IL-22, le fauteur de troubles qui va dérégler la balance entre MAPK et pétène. En effet, l'IL-22 va augmenter le taux de MAPK 3 fois plus que celui de pétène, ce qui va aboutir à la croissance incontrôlée et excessive des cellules. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ignore la cause exacte du psoriasis. Les scientifiques reconnaissent des facteurs favorisants tels que le stress, la fatigue ou la prise de certains médicaments. Malheureusement, aucun traitement n'est réellement efficace. Et pire, les médicaments utilisés perturbent le système immunitaire des patients. Mon objectif de thèse est de trouver un moyen de vaincre l'IL-22 pour rétablir la balance entre MAPK et pétène sans toucher au système immunitaire. Quoi de mieux que d'aller chercher dans les plantes? Eh bien, nous avons trouvé une plante des îles Marquises, Rauvolfia. Celle-ci a la capacité de bloquer l'effet d'IL-22 en augmentant le taux de pétène. Vous vous rappelez, le contrôleur, et tout cela seulement en 48 heures après application locale. Imaginez-vous qu'une simple pommade composée des extraits de Rauvolfia
pourrait être le remède de demain. Merci. Voilà notre première candidate. Pas facile pour elle de démarrer la soirée, parce que c'est toujours un petit peu délicat pour un premier candidat. Alors, Ba Mamadou Dian sera le deuxième candidat. Voilà, il se prépare, je le vois dans les coulisses. On l'applaudit. Voilà, ta diapo est prête et dès que tu es prêt, tu n'hésites pas, tu démarres et la technique, le compteur est prêt. Dans cette salle, à part moi, qui d'entre vous a déjà rencontré Darvador? Personne, je m'en doutais bien. En fait, je viens des royaumes tout près d'ici, dans lesquels vivent des escrocs minables qui volent les faibles. Pour faire régner la sécurité, le roi a fait appel à Darvador. Monsieur Vador, connu pour ses méthodes radicales, a décidé d'envoyer ses soldats dans tous les royaumes afin de traquer et éliminer ces escrocs. Cependant, le roi est confronté à deux grands problèmes. L'envoi de ces soldats coûte cher et ces soldats s'attaquent à des innocents sans défense. Le roi dont je vous parle est l'agriculteur qui fait appel à des tracteurs pour pulvériser des pesticides ou produits chimiques afin d'éliminer les nuisibles, insectes et mauvaises herbes susceptibles d'empêcher le développement de ces cultures. Mais attention, une utilisation non contrôlée de ces produits rend nos fruits et légumes dangereux pour notre santé. Pour éliminer de façon efficace ces escrocs, notamment les mauvaises herbes, j'ai été recruté dans le but de les localiser et de fournir une carte d'occupation à M. Vador. Et oui, je travaille avec lui. Mais moi, pour faire mon travail, je ne vous cache pas, j'utilise le côté obscur de la force, la sorcellerie. Loin de moi d'utiliser une vieille baguette à la manière de Harry Potter, le monde évolue, la sorcellerie aussi. Moi, j'utilise un ordinateur comme baguette et un drone comme corbeau. Dans un premier temps, j'envoie le drone prendre les photos du champ dans son ensemble. Il me permet de voir ce qui se passe sans être obligé de me déplacer. Dans un second temps, j'utilise l'ordinateur pour analyser ces images en faisant des incantations du style abracadabra. Ces incantations, c'est des lignes de texte appelées codes en informatique. Mais pour adapter ces incantations aux besoins de l'agriculteur, je lui ai posé des questions. Et il m'a donné deux réponses. Dans la première, il m'a dit, dans mon champ, il y a une loi architecturale que toutes les plantes doivent respecter. Et toute plante qui défie cette loi est considérée comme mauvaise herbe. Et il continue dans sa deuxième réponse, il me dit, les plus dangereuses sont celles qui poussent au plus près de mes cultures afin de les piller sans être détectées. Avec ces deux réponses, il ne me reste plus qu'à ouvrir mon livre de secrets et trouver les bonnes incantations qui me permettront de localiser ces mauvaises herbes. Ainsi, grâce à l'étroite collaboration avec M. Vador, des pesticides pourront être envoyés au bon moment, au bon endroit et à la bonne dose pour vous offrir des fruits et légumes avec 0% de pesticides. Merci. Merci. Alors, troisième candidat, troisième doctorant, Fatma Ben Barka. Voilà. Bonjour Fatma. Voilà, ta diapo est bien là. Et puis, dès que tu te sens prête, tu pourras y aller. Pour venir assister à ce concours de ma thèse en 180 secondes, vous vous êtes bien organisé, non? Il a fallu que vous finissiez le travail un peu à l'avance, que vous prissiez le tram ou le bus, que vous montassiez les escaliers, etc., etc. Bon, maintenant que vous êtes là, faisons un petit jeu. Si je vous dis par exemple, fallait-il que je vous amasse, que vous me désespérassiez, qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, non? Ça nous rappelle le langage des précieuses, ou bien des femmes savantes de Molière. Bon, sans aller chercher dans vos dictionnaires, il s'agit, mesdames et messieurs,
du fameux mode subjonctif, qui a intéressé beaucoup de linguistes. Et en jetant un coup d'œil sur les travaux en linguistique, nous constatons que de nombreuses études ont traité la question de l'usage de ce mode verbal en français afin de répondre aux interrogations récurrentes sur sa définition, ses cas d'emploi ou bien ses valeurs sémantiques sur lesquelles il n'y a pas eu de consensus. En effet, certains parlent de subjonctifs de doute, dont je doute qu'ils viennent. D'autres parlent de subjonctifs de volonté, dont je veux qu'ils viennent. Bref, dans toutes ces études, afin de traiter les subjonctifs, les linguistes ont soit fabriqué des exemples, soit emprunté des exemples journalistiques ou littéraires, ce qui a peut-être empêché de voir le fonctionnement réel du subjonctif en français. Alors, le débat sur ces contextes d'emploi et ces valeurs sémantiques est loin d'être clos. Heureusement, car c'est là que j'interviens pour proposer un réexamen de l'emploi du subjonctif en me basant plutôt sur des données orales et authentiques. En d'autres termes, je vais travailler sur un ensemble d'enregistrements oraux, des entretiens, des repas, des conférences collectés à Orléans en 2 temps et à 40 ans d'intervalle. L'objectif, c'est d'examiner l'emploi du subjonctif dans ces données, de vérifier l'éventuelle évolution de ce mode en croisant données linguistiques et données sociologiques. Eh bien, c'est intéressant, non? Eh bien, oui, c'est pour cette raison que je vous ai raconté tout ça, car il a fallu quand même que vous le suciez. Merci. Alors, on va appeler notre 4e candidat. On laisse quand même aussi un petit temps au jury pour pouvoir prendre des notes. 4e candidat, Mohamed Bergoug, voilà, qui va pouvoir monter sur l'estrade. On va préparer sa diapo. Voilà. On l'applaudit. Voilà Mohamed, et dès que tu es prêt, eh ben, le compteur pourra partir, le chrono pourra partir. Avez-vous déjà imaginé votre vie avec des tumeurs qui pousseraient sur votre peau et qui envahiraient quasiment toutes les régions de votre corps, le tout accompagné de déformations osseuses ou de difficultés d'apprentissage qui compliqueraient votre progression scolaire dès l'enfance et vous rendraient les tâches les plus banales comme lire ou écrire intellectuellement épuisantes? Je pense que personne ne s'imagine avec une telle vie. Et je ne vous le souhaite certainement pas. Ce que je viens de raconter n'est qu'une partie des symptômes des personnes atteintes d'une maladie génétique du nom de neurofibromatose de type 1 ou NF1. Jamais entendu parler, me diraient la plupart d'entre vous. Et pourtant, ce n'est pas si rare que cela. Car NF1 touche une personne sur 3500. Et pour finir le tableau, il n'y a malheureusement aucun traitement actuellement possible pour cette maladie. Du moins pour l'instant. Mais pour développer un traitement contre un NF1, il faut d'abord comprendre comment les facteurs principaux impliqués dans cette maladie fonctionnent à l'état normal afin de pouvoir réagir efficacement en cas de dysfonctionnement. Et c'est là qu'intervient ma thèse. Je vous explique. Un NF1 est une maladie génétique, c'est-à-dire que dans nos cellules, il y a un gène qui s'appelle NF1. Oui, il a le même nom que la maladie. La machinerie cellulaire traduit ce gène en une protéine appelée la neurofibromine. Celle-ci a le super pouvoir d'empêcher le développement des tumeurs. C'est un suppresseur de tumeurs. Mais quand le gène NF1 subit des mutations, la neurofibromine produite suite à ces mutations est inactive. Elle va perdre son pouvoir de suppresseur de tumeurs. Mais nous sommes loin de connaître toutes ces fonctions, car il y a d'autres symptômes encore inexpliqués. Mon objectif est donc de mieux comprendre son mode de fonctionnement en étudiant les modifications chimiques qu'elle subit. Imaginez la neurofibromine comme un collier de perles de différentes couleurs que l'on appelle les acides aminés. Sur ces perles, des molécules chimiques peuvent se fixer tel un pendentif pour réguler la fonction de notre superprotéine de différentes manières. Mon travail est de définir si des molécules particulières se greffent sur la neurofibromine, si oui, où elles se fixent et comment elles régulent la fonction de la protéine. Jusqu'à présent, j'ai pu mettre en évidence la présence de l'une de ces modifications chimiques et sur quelle perle elles se fixent.
Le travail continue pour découvrir le nouveau super pouvoir qu'elle cache derrière elle. Développer une stratégie thérapeutique efficace est un processus long qui prend des années. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas prêt à lâcher l'affaire, car bien comprendre cette maladie devra permettre de mieux la traiter. Et pour faire un don, composez NF1. Merci Mohamed. Quelques petits temps pour laisser au jury le temps de prendre les notes avant d'appeler donc la 5e candidate, Asma Bougrine. Voilà, on applaudit Asma. Voilà, donc même chose. Dès que tu te sens prête à partir, on va laisser Mohamed aller tranquillement s'installer. Voilà. Qui d'entre vous peut résister à la grande variété de gâteaux, de chocolat et de sucreries que l'on trouve chaque jour dans les rayons de nos grandes surfaces? Au pire encore, à celui de l'appel de son frigo et placard rempli de ses délicieux amours. Eh bien, mon ami Robert, lui, n'y arrive pas. Mais savez-vous le danger qui guette Robert en abusant de cette relation amoureuse? Vous avez sûrement entendu parler du diabète. Imaginez qu'une personne meurt de diabète toutes les 7 secondes. C'est l'épidémie silencieuse du XXIe siècle. Elle touche principalement les yeux, le cœur, les reins et les pieds. Eh oui, les pieds. 10% des diabétiques sont ou seront amputés de la jambe, du pied ou de l'orteil à cause des plaies qui s'infectent. C'est ce qu'on appelle des ulcérations. Mais imaginez qu'avec un examen régulier des pieds, on pourrait réduire l'apparition de ces ulcères. Eh oui, se regarder les pieds tous les jours est le fondement de la prévention des ulcères des pieds diabétiques. Mais que diriez-vous si cela était possible à partir de vos smartphones? N'est-ce pas génial? Effectivement, à partir d'une caméra thermique, d'une caméra et d'un smartphone, la mesure et l'analyse de la température des plantes de pied pourraient apporter des informations précieuses. J'ai donc filmé le pied droit de Robert, j'ai filmé ensuite son pied gauche et grâce à ma caméra thermique, j'ai eu la température de ses 2 pieds. Je compare ensuite toutes les zones de pied droit avec celles de pied gauche et si je vois des zones où la différence de température dépasse une certaine valeur, on parle d'hyperthermie. Mais il faut que je fasse attention car celle-ci survient environ 1 semaine seulement avant l'ulcère. Si j'arrive donc à détecter cette hyperthermie au bon moment et que je demande à Robert de faire un peu moins le fou pour qu'il n'ait plus les pieds qui brûlent, je pourrais empêcher l'apparition des ulcères de pieds diabétiques. Mon travail consiste donc à extraire mes informations thermiques à partir de mes images. Pour ce faire, j'ai besoin d'une méthode d'analyse d'images robuste, puissante et rapide pour que Robert puisse connaître l'état de son pied en un seul clic. Ma méthode doit marcher pour tous les pieds, les grands, les petits, les chauds et les froids, et surtout qu'elle donne l'information tout de suite. Et que Robert puisse l'utiliser facilement chez lui. Comme ça, avant de regarder son application de rencontre avec les gâteaux et les chocolats, Robert pourrait prendre soin de ses pieds et de son diabète. Je suis vraiment convaincue que ma méthode peut aider vos proches et les miens à lutter contre cette maladie qui casse vraiment les pieds, car on a tous un Robert autour de nous. Merci Asma. Voilà, je vais t'inviter, si tu veux venir dans la salle ou venir... voilà, certains candidats reprennent place dans la salle ou d'autres retournent derrière. Et puis on va appeler... Oui, Asma, voilà, si tu veux venir t'installer. Et on va appeler Dian également, voilà. Notre dernière candidate pour cette première série de 6, Chloé Felgerol, voilà. Et Chloé va pouvoir prendre possession de l'estrade. Voilà, dès que tu es prête, le chrono pourra partir. Approchez, mesdames et messieurs, approchez et ouvrez grand vos yeux. Pouah, la vue, n'est-ce pas magique? Ce sens magnifique qui vous permet d'être ébloui par l'immensité d'un paysage ou d'être ému par les plus infimes détails.
de saisir une émotion sur un visage ou une intention dans un geste. Tout ceci est possible grâce à un bijou d'innovation, votre système visuel. Comment ça marche ? C'est très simple. Schématiquement, votre système visuel se compose de 2 parties. La première, c'est l'œil, et plus précisément la rétine. C'est là que tout commence, que les signaux lumineux qui viennent de votre environnement sont captés et traduits en un signal électrique qui, hop, est expédié vers la deuxième partie, votre cerveau, et plus précisément les aires visuelles de votre cortex, qui réceptionnent ces signaux, les décodent et les intègrent. Dans mon laboratoire, on s'intéresse à ce système visuel, mais dans le cas très particulier d'une maladie génétique, le syndrome de l'X fragile. Elle ne vous parle peut-être pas, mais elle touche tout de même un garçon sur 3000 chez qui elle cause de la déficience mentale et parfois des troubles autistiques. Et parmi les autres symptômes, on trouve aussi des problèmes de vision. Les patients ont des difficultés à bien voir les contrastes, les textures, les perspectives, comme si certains aspects du monde étaient flous. Quand on analyse le cerveau des patients, on constate que leurs neurones ont des formes bizarres et ne font pas de bonnes connexions. Et ceci notamment dans les aires visuelles, qui par conséquent intègrent mal les signaux qui leur parviennent. Mais nous avons constaté que cette maladie cause aussi des problèmes dans les cellules de la rétine, qui envoient des signaux erronés vers le cerveau. Bref, double effet qui se coule. On a un système visuel qui ne perçoit pas correctement les infos et qui en plus les intègre mal. Et c'est là que se trouve l'enjeu de ma thèse, qui est de distinguer parmi les problèmes de vision ceux dus à la rétine de ceux dus au cerveau. J'ai donc mis au point un modèle biologique qui mime un système visuel dont seule la rétine est mutée. Et en l'étudiant, je vais donc pouvoir distinguer l'impact spécifique des problèmes de rétine sur la vision. Mon hypothèse, c'est que la rétine est fortement impliquée dans les troubles visuels. D'une part parce qu'elle saisit et transmet mal les infos. Mais peut-être aussi que les signaux anormaux qu'elle envoie dès la naissance impactent le bon développement du cerveau. Et donc, une partie des problèmes qui se trouvent là est causée par ceux qui se trouvent là. Je cherche donc tous les impacts de la rétine sur la vision, qu'ils soient directs ou plus indirects, via la création de troubles dans le cortex visuel. Pourquoi s'intéresser à ces mécanismes ? Eh bien, peut-être que les rétines d'un enfant impactent sa vision maintenant, mais aussi la construction de son cerveau pour toute sa vie. Et si les fenêtres de l'âme étaient des fenêtres sur nos neurones ? Approchez, mesdames et messieurs, et si vous aussi, vous croyez que vos yeux ont plus de pouvoir qu'il n'y paraît, alors comptez sur moi. J'ouvre l'œil. Merci. Alors, une toute petite pause de quelques minutes pour que donc nos 6 premiers candidats puissent tranquillement se reposer prendre place sur leur chaise. Et les 6 seconds vont tout simplement s'installer dans la loge. Voilà. Donc, quelques minutes de pause. Juste également pour vous signaler que tout à l'heure, pendant la pause, vous pourrez échanger avec Stéphane Pellerin et Gilles Charles sur la petite machinerie qui est cachée juste à côté de moi. Et la petite machinerie qui est cachée à côté de moi est un système de simulateur d'aurore boréale. Voilà. Alors, ils viendront nous expliquer en quoi consistent ces fonctionnements d'aurore boréale. Et donc, on a un système de haute tension qui permet de générer des aurores boréales sur des sphères. Voilà. Donc, Stéphane Pellerin et Gilles Charles nous les présenteront tout à l'heure au moment donc, de la pause, pendant que le jury pourra voter. Et puis, cette démonstration sera utilisée, bien sûr, après, dans la fin de la soirée, lors de la remise des diplômes. Voilà, on va laisser tranquillement les 6 suivants s'installer, se préparer. Voilà. Enfin, se préparer, ils sont déjà prêts depuis longtemps. Hein. Alors, on va attendre encore quelques minutes, quelques instants. Et on appellera dans un instant Nicolas.
Alors, laisse encore 1 ou 2 minutes. Voilà. On va pouvoir préparer la diapo de Nicolas Gravis. Voilà. Donc Nicolas pourra arriver dans quelques instants. Je vais essayer de faire un petit tour derrière dans les loges. Voilà, donc on va donc applaudir notre 7e candidat. Donc Nicolas, tu as vu le... Ah, le micro. Il est passé où le micro? Alors, on va voir les aspects techniques. Où est resté le micro de tout à l'heure? On va vérifier où Chloé a mis le micro. Il est là? Non, non, c'est pas le bon celui-ci. Voilà. Voilà, non, tu n'as pas le micro, Priscilla. Il est là. 1, 2. Merci Olivier. Voilà. Donc prends ton temps, installe-toi bien. Et fais un petit essai micro pour vérifier. Est-ce que ça marche? Voilà, parfait. Super, merci. Donc dès que tu es prêt, le chrono pourra partir. Est-ce que vous connaissez la déhydroépiandrostérone? Non? Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si je vous dis son petit nom, la DHEA, si je vous dis l'hormone de jouvence, la pilule miracle qui fait rajeunir, là je sens que ça vous intéresse. Mais pourquoi d'après vous, la DHEA ferait rajeunir? Eh bien, on s'est aperçu que dans le corps humain se cachent des usines de DHEA. Le problème, c'est que plus on vieillit, plus ces usines diminuent leur production et donc moins on a de DHEA dans notre corps. C'est une sorte de retraite en fait. Du coup, des chercheurs ont eu l'idée de donner des pilules de DHEA à des papis et des mamies. Et là, boum, ça leur a permis de retrouver autant de DHEA dans leur corps que lorsqu'ils avaient 20 ans. Mais ces gens-là ne sont pas pour autant devenus des super papis ou des super mamies. Et oui, désolé. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la DHEA, si elle reste sous cette forme, elle n'a pas beaucoup d'effet dans notre corps. Pour devenir plus puissante, elle doit se transformer dans nos cellules en testostérone. Vous savez, la testostérone, c'est l'hormone de l'homme, du mâle, celle qui permet de fabriquer du muscle, mais aussi de perdre de la graisse. Vous imaginez alors que la DHEA, ça intéresse beaucoup les sportifs. Car oui, si elle se transforme en testostérone et fait prendre de la masse musculaire et fait perdre de la graisse, peut-être qu'un sportif pourrait devenir plus fort, sauter plus haut, courir plus vite ou même plus longtemps. Mais augmenter de manière artificielle ses performances, ça s'appelle du dopage. Et ça, c'est mal. C'est pour cela que l'Agence mondiale antidopage a placé la DHEA sur la liste des substances interdites. Et c'est là que commence ma thèse. Ben oui, parce qu'on n'est même pas sûr que ça marche la DHEA, surtout chez la femme. Pourquoi surtout chez la femme? Parce qu'il y a déjà eu quelques études chez les hommes qui n'ont pas montré des résultats très encourageants pour augmenter les performances, la masse musculaire ou encore perdre de la graisse. Peut-être que ça n'a pas permis d'augmenter la testostérone ou de l'augmenter suffisamment. D'ailleurs, la testostérone, la femme, elle n'en a presque pas. Du coup, si on lui donne quelque chose qui lui fait monter la testostérone, peut-être qu'on pourrait la transformer en homme. Bon, j'exagère un petit peu, mais peut-être qu'on pourrait lui permettre d'avoir des performances sportives qui se rapprocheraient de celles des hommes. Du coup, pour ma thèse, on a pris des jeunes femmes et des jeunes hommes sportifs. Bon, pas ceux qui font les grandes compétitions, je vous rassure, parce qu'on ne voulait pas truquer les Jeux Olympiques. On leur a donné des petites doses de DHEA et un placebo pendant 1 mois, et on a mesuré leur testostérone, leur masse musculaire, leur masse grasse, et bien sûr, leur performance sportive, puisque c'est ce qui nous intéresse en priorité. Et là, la magie a opéré. La DHEA a bien augmenté les concentrations de testostérone. Un peu chez les hommes, beaucoup chez les femmes, sans pour autant atteindre celles des hommes. Et là, on a regardé les performances. Eh bien, ni les hommes, ni les femmes ne sautaient plus haut, couraient plus vite ou même plus longtemps. Et en plus, ils n'ont pas pris de muscles, ni perdu de graisse. Bon, peut-être que la dose était trop faible, ou peut-être que la durée du dopage était trop courte pour avoir un effet. Bref, il va falloir faire d'autres études. La DHEA n'est toujours pas à la retraite. Et de toute façon, même si vous ne prenez pas de DHEA, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum. Merci.
8e candidat qui va nous faire un petit tour dans l'espace. On attend Lou Grimaud. On va laisser tout le monde se réinstaller. Voilà. Donc Lou, voilà, tout le monde s'installe. Une fois que On l'applaudit, bien sûr. Le chrono est prêt. Dès que tu te sens prêt, tu démarres. Si je vous parle de propulsion spatiale, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est sûrement ces énormes fusées qu'on voit à la télé. Il en sort des flammes de plusieurs dizaines de mètres de long, elles font un bruit du tonnerre, c'est super impressionnant. Cependant, on peut se demander pourquoi il faut une machine aussi énorme pour envoyer dans l'espace un satellite qui, au final, fait à peu près la taille et le poids d'une voiture. Eh bien, le problème, c'est que dans l'espace, on n'a pas de station-service. Non seulement il faut du carburant pour emmener le satellite à altitude et vitesse désirée, mais plus on met de carburant, plus il faut de carburant pour soulever ce carburant, et plus il faut de carburant pour faire décoller ce carburant. Au final, une fusée, c'est presque 90% de réservoir et seulement 10% de charge utile. Alors, ce problème, on l'a identifié dès le début de la conquête spatiale. Et dans les années 60, on a trouvé une solution. Au lieu de faire brûler des produits chimiques ensemble, comme dans un moteur fusée classique, on accélère un gaz électriquement. Le résultat, c'est un moteur qui est 10 fois plus économe en carburant. Autre énorme avantage, on a l'impression que c'est tout droit sorti d'un film de science-fiction. Alors ces moteurs, on les appelle les moteurs plasma ou moteurs ioniques, et on les utilise depuis plus de 40 ans. Alors vous allez me dire, j'en ai jamais entendu parler de ces choses-là. Eh bien, ils ont un tout petit problème. Leur poussée est très très faible. Pour vous donner une idée, c'est à peu près l'équivalent de ce que vous ressentez si vous prenez votre main comme ça et vous soufflez dessus. Vous vous rendez bien compte qu'on ne fera jamais décoller une fusée avec ces moteurs. Par contre, une fois dans l'espace, là où il n'y a pas d'air ou de frottement pour nous ralentir, on peut accélérer très doucement pendant de très longues durées. Nous, on dit que nos moteurs nous permettent de faire du 0 à 100 km/h en 3 jours. Alors ça paraît pas beaucoup, mais au bout de 30 jours, on est à 1000 km/h. Et imaginez les vitesses faramineuses qu'on peut obtenir au bout de plusieurs mois. Moi, mon travail, c'est d'essayer de faire durer ces moteurs plus longtemps. Le petit souffle de poussée dont je vous ai parlé va venir user l'intérieur des moteurs. C'est un phénomène d'érosion, un peu comme les rochers dans le désert qui sont mangés par le vent. Eh bien, notre jet de plasma va venir manger l'intérieur du moteur. Ce que j'ai mis en place, c'est un système d'aimant qui permet de mieux contrôler le jet de plasma et qu'on appelle un bouclier magnétique. Le résultat, c'est qu'on arrive à complètement supprimer l'érosion des moteurs. Et on espère pouvoir les faire durer plusieurs années au lieu d'une douzaine de mois comme jusqu'à présent. Au final, ma thèse, c'est d'essayer d'emmener la science-fiction et la technologie des années 60 dans l'exploration spatiale du XXIe siècle. Merci Lou. Candidate suivante, Élodie. Voilà. La diapo est prête, le chrono est prêt. Voilà. Dès que tu es OK, tu peux démarrer. Avez-vous déjà entendu parler de méthylparabène, cyclopentasiloxane ou encore diéthylphtalate ? Ces noms barbares ne vous disent peut-être rien. Mais sachez qu'en plus de vous faire gagner 100 points au Scrabble, ils sont classés parmi les ennemis publics numéro 1 de nos salles de bain. Leur crime ? Pouvoir se fondre dans n'importe quel produit cosmétique. Vous savez, ces produits que l'on utilise au quotidien, comme les crèmes, les shampoings ou les gels douche. Et être à l'origine de l'accélération du vieillissement de la peau, voire pire, augmenter les risques de cancer. Alors je vois déjà quelques visages se crisper. Rassurez-vous, les laboratoires cosmétiques sont sur le coup. Face à notre demande toujours plus croissante en produits plus sains pour notre peau, ils ont décidé de jouer le tout pour le tout et de revenir aux sources. Et pour cela, quoi de mieux que d'utiliser les plantes ? Employées depuis des millénaires, elles regorgent de substances actives aux propriétés multiples. Mais seulement voilà, nous sommes devenus impatients. Nous voulons tout de suite. Et par-dessus tout, nous recherchons des produits efficaces. En France, plus de 300 000 plantes sont répertoriées. Et seulement 10% d'entre elles ont été réellement étudiées. La vraie question est de savoir, parmi toutes ces plantes, eh bien laquelle a des vertus bénéfiques pour notre peau ? Alors, comment faire ? Eh bien, c'est à ce moment précis que j'interviens.
je suis en charge de développer un super scanner moléculaire, capable de repérer rapidement, simplement et avec précision la substance naturelle qui sera incorporée dans nos cosmétiques de demain. Pour faire simple, imaginez-vous que je suis une sorte d'hybride entre une caissière et un détective privé. Au départ, sur mon tapis roulant défilent plusieurs actifs végétaux. À chaque passage en caisse, je les scanne. Puis j'enfile ma cape de Sherlock Holmes et je commence mon enquête. Notre peau est formée de cellules qui produisent de manière contrôlée des petites molécules indispensables à leur bon fonctionnement. Ces petites molécules, on les appelle les micro-ARN. Il arrive que notre peau soit soumise à des agressions physiques et chimiques, et nos cellules en sont les premières victimes. Pour ma part, je cherche à déterminer l'effet de certains stress sur la production de ces micro-ARN. Les étudier revient à comprendre comment nos cellules réagissent face à leur environnement. Il est évident que plus je connais leur comportement, et plus je pourrai les aider à se sentir mieux. Et dans ma mission, mon super scanner est mon meilleur allié, car grâce à lui, je peux passer au crible un à un les actifs de plantes et identifier celui ou ceux capables de protéger nos cellules. Et devinez, qui devrait en tirer profit ? Eh bien, c'est elle, notre peau, parce qu'elle le vaut bien. Donc, à la fin de ma thèse, j'espère avoir identifié la pépite verte que tout le monde attend. Rendre mon rapport et résoudre d'autres enquêtes tout aussi fascinantes. Mais en attendant, préparez-vous à faire de la place sur votre étagère de salle de bain, car nos produits cosmétiques naturels arrivent et vont révolutionner votre quotidien. Merci. Alors, on va laisser Élodie prendre place tranquillement parmi le public. Voilà. Et on va donc appeler Mazarine. Voilà, on l'applaudit. Donc, même chose, si tu es prête, le chrono est prêt, la diapo est prête. Dès que tu démarres, le chrono pourra démarrer. On me regarde toujours un peu bizarrement quand je dis ce que je fais dans la vie. Je suis chimiste organicienne, une cuisinière de molécules, en quelque sorte. Bon, c'est vrai, on pense souvent à la chimie pour ses aspects néfastes. La pollution, les accidents parfois mortels. Mais la chimie, ce n'est pas que du négatif. Des médicaments aux cosmétiques en passant par la cuisine, on le retrouve un peu partout. Actuellement, la tendance est à développer une nouvelle chimie, plus verte, c'est-à-dire plus respectueuse de l'environnement et surtout plus sûre, afin de mieux nous protéger des accidents. C'est dans ce contexte que s'inscrit ma thèse. On compare souvent la chimie organique à la cuisine, et ce n'est pas pour rien. On mélange plusieurs ingrédients en suivant une recette bien précise et on élabore un bon petit plat, ou dans mon cas, une nouvelle molécule. Mais avant de vous en dire plus sur mon sujet, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. La choucroute. Étant née en Alsace, rien de mieux qu'une bonne choucroute de mon papa à déguster le midi en famille. Imaginez-vous, le dimanche matin au réveil, avec une bonne odeur de choucroute qui vous envahit les narines. Le problème, c'est que la choucroute, il faut qu'elle cuise pendant plusieurs heures. Mais depuis quelques années, de nouveaux robots autocuiseurs font quasiment la cuisine à votre place. Il faut simplement mettre les ingrédients dans le robot, suivre la recette, et le tour est joué. Alors que traditionnellement, il faut 3 à 4 heures de cuisson pour obtenir une choucroute savoureuse, grâce à ces robots, il ne vous faudra qu'1 heure tout au plus. C'est une adaptation de la recette. Et c'est là tout l'enjeu de ma thèse. Adapter des recettes de fabrication de molécules déjà existantes à ces robots. C'est ce qu'on appelle la chimie en flux continu. Ce mot barbare signifie que 2 molécules vont être introduites dans un tube, à l'intérieur duquel elles vont réagir entre elles pour former le produit attendu que l'on récupère de l'autre côté du tube. Donc tant qu'il y a des molécules au départ, on récupère du produit en sortie de tube. Le principal avantage, c'est que la réaction est beaucoup plus rapide que dans un réacteur traditionnel, comme la cuisson de la choucroute dans le robot autocuiseur. Dans la pratique, je vais devoir déterminer à quelle température et combien de temps mes molécules vont rester dans le tube afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. À terme, l'idée est de développer ces recettes à l'échelle industrielle. En effet, mon robot de laboratoire présente de nombreux avantages. Il permet de produire plus, en moins de temps et pour moins cher, tout en respectant l'environnement et en limitant les risques d'accident. Je vous laisse imaginer que ça intéresse
fortement les entreprises. S'il y a donc bien une chose à retenir, c'est qu'au final, on est tous un peu chimistes lorsque l'on cuisine. Et surtout, la prochaine fois que vous dégusterez une bonne choucroute, pensez à moi. Merci. Merci. Alors, voilà, Mazarine va passer le micro à Thibaut. On va accueillir donc Thibaut pour cette prochaine intervention. Ah, je vois des supporters dans la salle. Donc, la diapo est prête, le chrono est prêt. Voilà, dès que tu démarres, c'est parti. Je vous propose de voyager quelques instants sans bouger de votre siège. Imaginez qu'il existe une plante dans une forêt tropicale ayant d'incroyables propriétés de rajeunissement. Non mais imaginez, ni une ni deux, je prends mes chaussures de marche, mon chapeau d'aventurier et ma crème anti-moustique. Et me voilà parti pour un voyage en pleine jungle. Je me faufile à travers la végétation et là je la trouve. La voilà, enfin. J'en prélève un échantillon et je retourne dans mon laboratoire. Pour pouvoir vérifier les effets de cette plante, je réalise un extrait. C'est très simple. Il suffit de prendre l'échantillon, de le broyer, de le faire macérer dans un liquide aussi appelé solvant d'extraction, de le filtrer, et voilà, l'extrait est prêt. Je l'analyse, et là, son efficacité bat tous les records. Personne n'a jamais vu ça. C'était donc vrai. Sans perdre de temps en direction, les grandes entreprises cosmétiques, à moi la gloire, à moi la fortune. Mais voilà, le problème est que personne ne veut acheter cet extrait miracle car il est vert. Et je rentre chez moi, seul, sous la pluie. Tout ça pour ça. Il doit bien avoir une solution. Et là, l'illumination. Et si j'enlevais le verre ? Voici le sujet de ma thèse. Alors, c'est vrai que l'intitulé original ne fait pas autant voyager, mais c'est exactement ça. Je cherche à produire des extraits de plantes non colorés. La première question que l'on peut se poser est d'où vient cette couleur verte ? Eh bien, c'est assez simple, ce vert. C'est le même que l'on voit dans les plantes ou dans les feuilles des arbres. Il s'agit de la chlorophylle. Le problème avec ce composé, c'est qu'il se dégrade pour laisser place à d'autres composés qui peuvent eux aussi être colorés. Alors vous imaginez acheter votre belle crème hydratante blanche et une semaine après, vous la retrouvez marron ? Voilà pourquoi les entreprises cosmétiques cherchent plutôt des produits neutres en termes de couleur. Une plante, c'est des milliers de molécules différentes. Et lorsque l'on réalise un extrait, on ne choisit pas quelle molécule on souhaite. On en extrait plusieurs, et donc les composés colorés aussi. Pour trouver une solution, j'utilise différents solvants d'extraction. Et l'un d'entre eux est un peu particulier car vous en produisez en ce moment. Je veux parler du dioxyde de carbone. En jouant sur différents paramètres comme la pression ou la température, je peux l'utiliser comme solvant pour extraire les molécules actives, mais sans le verre. Tous les jours, nous produisons d'énormes quantités de CO2. Alors quoi de mieux que de le valoriser ? Je ne fais en sorte de n'utiliser que des produits écologiques. On peut donc dire que mes techniques d'extraction sont vertes, mais d'une autre façon. Une fois ma méthode mise en place, je vérifie que mon extrait a toujours la même efficacité. Et si c'est bon, bingo ! Mon sujet touche plutôt au domaine de la cosmétique. Mais le procédé, lui, est une innovation qui pourra avoir de nombreuses autres applications. Les végétaux sont une énorme source de molécules pour une multitude de domaines. Et donc vous imaginez, trouver une plante surpuissante, mais ne pas pouvoir l'utiliser. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a de quoi devenir vert. Merci Thibaut. Et notre dernière candidate sera donc Alice. On va faire un petit voyage dans la science-fiction. Voilà, on va laisser Mazarine, Thibaut, voilà, s'installer. Voilà, la diapo. Alors, on va laisser juste la personne technique. Voilà, la diapo est prête, le chrono est prêt. Dès que tu démarres, dès que tu es prête, c'est parti. Fermez les yeux quelques instants et imaginez le futur. Vous allez voir des images dignes de Blade Runner ou Star Wars et tous ces visuels qui bercent notre imagination. Maintenant, ouvrez les yeux. Si je vous demande de décrire votre vision du futur, vous seriez bien embêtés, car toutes ces nouveautés scientifiques et technologiques ne possèdent pas encore de nom. Et vous devrez utiliser des descriptions à n'en plus finir pour vous faire comprendre.
Mais je vous rassure, l'obstacle peut être surmonté, car en tant que visiteurs de l'avenir, les auteurs de science-fiction nous ont ramené les mots du futur. Quoi de neuf sous le soleil, allez-vous me dire? Il y a des mots nouveaux dans un grand nombre d'œuvres littéraires. Bon. Bon, alors comme vous l'avez pu le constater, un petit souci pour Alice au niveau de cette dernière intervention. Ça peut arriver, un candidat qui panique un petit peu, qui perd le fil de son sujet. Donc, vous voyez, l'esprit collaboratif dont je vous avais parlé tout à l'heure, il est bien présent, puisque tous les autres doctorants sont partis la soutenir, parce qu'effectivement, elle ne sera pas jugée dans sa présentation. Donc, cette dernière candidate ne sera pas jugée, mais néanmoins, je crois qu'on pourra quand même la remercier d'avoir participé dans cette... Bon. Et puis surtout, bon, elle pourra aussi recandidater l'année prochaine, hein, ça n'est pas interdit. Donc vous pourrez revenir l'année prochaine, certainement découvrir son sujet si elle souhaite le représenter à nouveau. Voilà, on va reprendre la parole avec Isabelle, puisque donc nos 12 candidats sont passés. Le jury va pouvoir délibérer tout à l'heure, donc il va s'isoler dans la salle. Et puis Isabelle, un petit rappel sur les votes du public. Le vote du public, donc pendant que notre jury s'en va 20 minutes, on a dit pas plus, hein, on est tous d'accord. Vous prenez votre petit jeton, vous allez voter dans les bocaux là-bas, juste à côté, et vous avez vos petits documents qui vous ont été remis. Et après, le planétaire est là ? Voilà. Alors, la Planétaire est là, est disponible pendant une vingtaine de minutes avec Gilles Charles, présent à côté de moi, pour vous faire une petite explication. Vous avez 20 minutes de temps de liberté pour aller voter en tant que prix du public, et puis échanger entre vous, et puis venir discuter sur la Planétaire est là. Bien, nous voici revenus de la salle dans le fond pour... délibérer et vous présenter ainsi les résultats de ce concours finalement et que nous allons vous présenter maintenant. J'espère que le suspense ne sera pas trop intense et que vous allez résister. Nous allons vous présenter les résultats dans l'ordre croissant, hein, c'est-à-dire que nous allons revenir vers l'heureux élu, l'heureux vainqueur, sachant que les huit premiers pourront donc concourir et présenter à Tours, à la Riche, pardon, plus exactement, enfin à côté de Tours, leur présentation. Voilà. Donc voyons maintenant ce que nous réserve le classement. Moi je le sais un petit peu, hein, mais plus publiquement, nous allons pouvoir le révéler, le dévoiler. Donc voilà les partenaires qui reviennent entre-temps occuper le devant de la scène. Alors en attendant le classement, peut-être qu'on peut déjà remercier tous nos partenaires. On peut remercier tous les étudiants, les doctorants qui se sont présentés ce soir, tous ceux qui ont suivi la formation, tous ceux qui ont participé à MT 180, enfin pour tout le monde. Et je sens que ça va faire venir les résultats. Voilà, hein, les résultats qui arrivent. Donc, voilà. Vous pouvez applaudir et remercier pour sa présentation Monsieur Bas. Merci beaucoup. Non, j'attends. Mais il va donner la liste. Comment ça se passe? Mais je ne sais pas. Ah, ça y est, ça c'est les résultats? Oui. D'accord. Non, comme on n'a pas beaucoup de temps et pour ne pas faire attendre trop longtemps toutes les personnes qui sont venues pour l'autre cérémonie, nous on se retrouvera en bas et on remettra tous nos cadeaux, nos prix, on se félicitera en bas. Voilà, comme ça on ne va pas trop faire durer les choses. Mais c'est ça le classement. C'est 11e. Oui, 11e. Il faut peut-être dire. Oui. Indiquer le numéro du classement. Voilà, 11e. Oui, d'accord. Bien sûr. Oui, oui. Donc tu le dis peut-être que je ne suis pas été 11e.
Donc voilà le 11e du classement, Monsieur Ba Mamadou. Nous allons maintenant attendre la suite. Donc qui est le 10e ou la 10e du classement? Eh bien, Monsieur Nicolas Gravis, que vous pouvez applaudir. À la 9e place, Monsieur Bergoug. À la 8e place, Madame Abdallah. À la 7e place, Monsieur Grimaud. À la 6e place, Madame Bendarka. À la 5e place, Mademoiselle Henriet. À la 4e place, Mademoiselle Laurent. À la 3e place, Madame Bougrine. À la 2e place, Monsieur Lefebvre, qui a le plein soutien de la salle, manifestement. Et enfin, à la 1re place, Chloé. Alors, dernière petite annonce avant de vous laisser la place à la cérémonie suivante. Donc, le prix du public, c'est Monsieur Thibault Lefebvre. Oui, peut-être juste avant de descendre, une petite photo de tout le groupe sur scène. Et après, on s'en va. Promis juré. Vous venez ? Voilà, on va réunir tout le monde pour faire une photo sur scène avant de laisser place à la cérémonie de remise des diplômes. On remercie aussi tous les partenaires et le jury, bien sûr, parce que c'est pas une tâche facile. C'est pas une tâche facile pour le jury que de délibérer. Merci Madame la Présidente. Bravo. Bravo. Vous pouvez les applaudir encore une fois.